Ce petit bijou est le fruit de plus d'un siècle d'innovation. Nos couteaux suisses sont vraiment les meilleurs du monde. Passé à l'ère du numérique, il date pourtant d'une époque victorienne. Du point de vue technique, il était fantastique. Et tout le monde s'en sert, des scouts au président. Il y a tout ce qu'il faut. Qui sait combien de vies il a sauvées? Et sa fabrication est aussi ingénieuse que le canif lui-même. Bienvenue dans l'usine emblématique du coutelier suisse, où vous allez découvrir un des outils multifonctions les plus exceptionnels. Le couteau suisse. Il est super. Inventé il y a plus d'un siècle pour les militaires, ce couteau est l'apogée de 2,5 millions d'années d'une évolution qui n'est pas prête de s'arrêter. Et le fidèle compagnon du soldat est devenu une marque internationale. Aujourd'hui, l'entreprise est le plus gros fabricant de canifs du monde. Elle a des points de vente dans 130 pays et propose une gamme de pas moins de 260 modèles, dont une centaine pour le seul couteau suisse. Et comme son nom l'indique, chacun d'eux est fabriqué en Suisse. Le couteau suisse doit venir de la Confédération helvétique. Il doit y être fabriqué parce qu'il fait partie de l'histoire du pays. Une histoire qui commence en 1884, quand le fondateur, Karl Elsener, ouvre une coutellerie dans un petit atelier. Depuis, elle s'est transformée en un centre d'innovation de 36 000 mètres carrés, qui est en ébullition permanente. Voici l'usine des célèbres couteaux suisses à Ibach, où vous allez découvrir comment on fabrique ces outils de poche multifonctions de renommée internationale. Il n'y a pas de secret. Seulement une recette simple. Réfléchir aux moindres détails. Karl Elsener représente la 4e génération de la famille à diriger l'entreprise. Les valeurs de notre marque sont la qualité, la fonctionnalité, l'innovation et le design emblématique. Mais les plus importantes sont la qualité et la fonctionnalité. Cette dernière est d'ailleurs la clé du succès mondial du couteau suisse. Quand on dit couteau suisse, les gens pensent multifonction. Voici la vedette de la gamme. Ce couteau compte pas moins de 8 rangs, 22 pièces et 33 fonctions. Il offre des possibilités infinies à qui sait les trouver. Ça, c'est facile. C'est quoi? On dirait un tournevis cruciforme. Aucune idée. C'est la plus grande lame? Ça doit être une loupe. Ça marche? Elle peut peut-être allumer un feu. Je sais pas. Pour ouvrir quelque chose? Très coupant. Ça doit être une scie. Un crayon? Oui. Pour couper un truc rond, une branche peut-être. Une lime à ongles? Des ciseaux. Des pinces. Très solide. C'est dingue. Un cure-dent? Ça doit être un ouvre-bouteille. Pour la pêche. Une règle en pouces d'un côté et en centimètres de l'autre. Ça doit servir de tournevis à tête plate. Il y a plein de trucs. Et ce n'est pas tout. Dans le manche se cache une pince à épiler. Et une épingle en acier inoxydable, idéale pour déboucher les buses. Vas-y. Si on se perd dans la nature, ce sera très utile. Tu peux jeter tout ce que tu as chez toi et garder juste ça. Je l'adore. Des milliers de gens en ont déjà un, des scouts aux soldats, en passant par les présidents américains. Ces couteaux ont peut-être ouvert les contrats et les courriers les plus secrets qu'ils ont reçus.
près d'1 millier de personnes produisent plus de 60 000 canifs tous les jours. La fabrication d'un seul d'entre eux se fait en 450 étapes, placées sous le signe de la passion et de la perfection. Si beaucoup d'entreprises vantent la qualité à grand renfort de publicité, ici, elle n'est pas un vain mot. À chaque étape, on contrôle tout de A à Z pour assurer au client la garantie à vie du produit. C'est très important. La qualité est présente à chaque étape de la production. Chaque mois, 15 à 20 millions de pièces passent dans ces machines. Chacun suit un parcours en 7 étapes. Mais la plus difficile à fabriquer, c'est la lame du légendaire couteau suisse. Chacun de nos couteaux est équipé d'une grande lame. Et nous allons suivre sa fabrication du début à la fin. Au départ, les lames sont des morceaux d'acier brut. Chaque centimètre carré de matériau est inspecté avant la mise en production. Le premier contrôle s'assure que tous les rouleaux d'acier sont identiques. Ensuite, on analyse la teneur du métal. Avec cet appareil, on fait une analyse précise pour voir si les caractéristiques du produit répondent à nos exigences. Si l'alliage n'a pas la qualité requise, la durabilité et la résistance à la corrosion seront moins bonnes. En clair, la qualité ne sera pas à la hauteur. C'est pour ça qu'il est important que les caractéristiques soient bien respectées. Le feu vert étant donné, l'acier entre en production. Première étape, la découpe de la forme. À l'origine, la fabrication était faite à la main. Aujourd'hui, tout est automatisé. Les pièces, les lames, les ciseaux, les tournevis sortent toutes d'une presse. Comme la matière première, chaque pièce est soumise à un contrôle qualité rigoureux. Rien n'est laissé au hasard. Quand on fabrique un produit, on ne se contente pas de le vendre. Le service ingénierie cherche en permanence à l'améliorer pour nos clients. Il s'agit d'un cycle permanent de dissection et de refonte. Mais améliorer ce qui est déjà parfait relève de la gageure. Notre service a reçu beaucoup de demandes. Nos clients aimeraient que l'on ajoute un altimètre ou un baromètre. Nous, on nous réclame tout le temps un coupe-ongle. Moi, ce que je trouve important, c'est d'incorporer une lampe torche. Et évidemment, il faut faire attention au facteur prix. Si on intègre des composants électroniques, le tarif va grimper d'au moins 10 à 20%. C'est une barrière psychologique. Moi, je n'ajouterai pas trop de trucs inutiles. Je conserverai sa simplicité. Il ne faut pas oublier qu'il s'adresse aux hommes. Mais une autre question qui fait froid dans le dos de tout le monde hante les esprits. Faut-il supprimer des pièces? Comme le crochet à usage multiple. Il a été créé à l'époque où on mettait des ficelles autour des paquets. Avec le crochet, on pouvait transporter ses colis sans se faire mal aux doigts. On serait sanctionné par la poste si on le supprimait. Dans ce cas, faut-il retirer la petite lame qui remonte à l'époque où on effaçait les erreurs écrites à l'encre? Aujourd'hui, elle est très pratique pour façonner quelque chose en bois ou couper du papier. Elle permet de faire un travail d'une grande précision. Le poinçon à lésoir alors, qui permet de faire des trous dans le cuir ou le bois. Ou les ciseaux. Est-ce que les ciseaux garderont toujours cette forme? Ou est-ce qu'il est prévu de modifier leur ressort, par exemple? Si on repense chaque produit existant, on en invente aussi de nouveaux. À
côté de la centaine de versions de couteaux suisses traditionnels, l'entreprise propose plus de 250 outils de poche multifonctions et elle puise son inspiration partout. Heinz von Hoy est pompier bénévole depuis près de 30 ans et il est également chargé de la sécurité de l'entreprise. C'est donc tout naturellement qu'il a pensé à un nouveau modèle. Lors des interventions, il a besoin d'un instrument polyvalent et facile à manier d'une seule main. Il en a donc conçu un et c'est une réussite. Ça, c'est le brise-vitre. Avec cette partie en forme de prisme, je peux facilement faire un trou dans un pare-brise avant. Et après, je peux le découper avec la lame scie. Les automobilistes peuvent s'en servir eux-mêmes en cas d'urgence. Je suis assis dans un véhicule, je peux couper ma ceinture de sécurité, je peux briser la vitre de l'intérieur avec ce picot, et ça me permet de sortir. Il y a d'autres fonctions utiles comme ce tournevis. En m'en servant comme levier, je peux extraire le pare-brise une fois que je l'ai découpé avec la scie. L'idée révolutionnaire d'Heinz a fait un carton. À l'heure actuelle, ce modèle est utilisé par plusieurs brigades de sapeurs-pompiers à travers le monde. La mise au point de nouveaux produits prend du temps car elle est soumise au même impératif qui vaut aux anciens d'avoir aussi bonne réputation, l'exigence. Chaque nouvelle pièce démarre sous forme de croquis. L'idée initiale est ensuite affinée par une réflexion collégiale. Puis, le concept définitif prend forme en 3 dimensions. Suivent le prototype et la fabrication des pièces pour prendre la décision finale. Si le verdict est favorable, la pièce arrive ici, en production. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un produit nouveau qui sort de ces machines. C'est un grand classique. La lame de couteau à laquelle nous nous intéressons. Une fois déroulée, une bobine d'acier s'étire sur une longueur correspondant à 5 bassins olympiques de natation. Chacune permet de fabriquer 8000 lames, une goutte d'eau dans l'océan de la production annuelle qui se compte en millions d'unités. À l'intérieur, la presse découpe les lames. La machine se compose de 2 parties principales, le socle et le découpoir. Pour garantir une précision de 100%, ces 2 éléments sont fabriqués ici. L'acier passe ici et il est découpé à l'emporte-pièce. Et la lame est éjectée. On ne gâche rien. Les chutes sont renvoyées à la fonderie pour être recyclées. Quelques 2500 tonnes d'acier passent chaque année dans les 15 presses. Et ces dernières sont multitâches. Il suffit de changer le découpoir pour fabriquer une autre pièce. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les couteaux produits ici ne sont pas des couteaux suisses. Le véritable couteau suisse doit son identité à sa longueur. Ces 91 mm sont le fruit de l'expérience. La dimension doit être parfaite pour qu'on puisse glisser le couteau dans sa poche. Donc il ne doit pas être trop gros, mais il faut aussi qu'il ait une certaine taille pour être facile à utiliser, pour qu'on puisse bien le tenir dans la main. Si on prend la gamme regroupant tous les modèles de couteaux suisses, c'est-à-dire en comptant les différents coloris pour le manche, on arrive à une centaine de versions. Parfois, les différences entre elles sont minimes. C'est un produit, bien sûr, mais pour certains, c'est un miracle, un objet culte. C'est un couteau suisse. À l'usine, notre lame a franchi la première étape.
sa forme est parfaite, mais pas encore lisse. La deuxième étape, c'est donc le polissage, où le métal affronte un abrasif en céramique. Il est très dur. L'eau lubrifie les abrasifs en céramique, ce qui leur permet de se mouvoir librement et d'emporter les résidus de découpage. Cette poudre empêche les lames d'adhérer les unes aux autres. Chacune d'elles a droit à ce traitement. S'il repose sur une idée simple, c'est malgré tout le moyen le plus rapide et le plus efficace pour polir de grandes quantités d'objets de petite taille. Plus de 10 000 pièces subissent en permanence ce bain vibrant. Le traitement dure 5 à 8 heures. Une pièce peut donc rester ici toute une journée. Les abrasifs polissent les arêtes, qui deviennent très lisses. Une fois prêtes, les lames sont récupérées avec des aimants. La nôtre ressort polie à la perfection. Elle ressemble déjà à un couteau, mais elle est encore loin du compte, car l'acier brut est trop tendre. Si l'acier est trop tendre et qu'on essaie de couper un produit congelé ou du pain dur, on abîme le métal et la lame s'émousse rapidement. Pour s'endurcir, notre lame passe donc à l'étape suivante, la trempe. Ce four solidifie l'acier à 1050 degrés. Cette température permet de modifier la structure moléculaire de ce métal. L'élément fondamental de l'acier, c'est le carbone, mais il est à double tranchant. Plus l'acier est riche en carbone, plus il durcit, mais plus il perd en souplesse. Or, la souplesse est primordiale, car un couteau fragile cassera facilement. Si le taux de carbone est moins élevé, on obtient une lame plus solide et plus souple. Trouver le bon équilibre est donc essentiel. Après le découpage, le polissage et la trempe, la quatrième étape, c'est le meulage. On est dans la partie de l'usine où on meule la surface pour lui donner ses dimensions exactes. 2 disques de chaque côté de la machine travaillent en tandem pour donner les mensurations voulues. Les tolérances sont très minces. Les écarts ne peuvent pas dépasser 0,2 mm. Au-delà, les pièces seront trop grandes pour tenir dans le manche. Par exemple, sur les modèles où il y a jusqu'à 6 ou 7 lames, si l'une d'elles dévie d'un côté et une deuxième de l'autre, ce sera presque impossible de les faire tenir avec le rivet. Il faut donc être très précis pour que l'assemblage se fasse correctement. L'eau évite au métal de s'échauffer. Si on ne faisait pas couler d'eau dessus, on abîmerait un peu l'acier. Du coup, après, si on faisait tomber le couteau par terre, il casserait. Au final, on retrouve notre lame. Mais son voyage est loin d'être terminé. Direction l'affûtage, où des instruments appelés palmaires permettent de vérifier les mesures exactes de la lame. Ça ne se voit pas, mais figurez-vous que cette lame, qui a pourtant fait la réputation de l'entreprise, a failli aussi causer sa perte. Au cours de son histoire, le plus grand défi de la marque suisse a été le 11 septembre 2001. Du jour au lendemain, l'entreprise n'a plus eu le droit de vendre ses produits, ni à bord des avions, ni dans les boutiques de détaxe. Après le 11 septembre, les ventes de couteaux suisses ont chuté de plus de 30%. En un instant, l'outil multifonction se transforme en arme redoutable.
Le coup est rude, mais le coutelier ne se laisse pas faire. Sitôt la production en baisse, la firme suisse loue les services de ses employés à d'autres sociétés pour qu'ils conservent un emploi. Et l'entreprise s'attaque aux marchés émergents, comme la Chine et la Russie. Premièrement, la Suisse est un petit pays. Et deuxièmement, elle n'a pas de ressources naturelles. Ses habitants ont donc toujours dû utiliser leur imagination et leur créativité pour réussir sur le marché mondial. Dont acte. L'entreprise élargit sa gamme à l'horlogerie, la bagagerie et la parfumerie. C'est le plus grand défi de l'histoire de la marque. Et cette détermination paie. Jadis concentrée sur un type de produit, l'entreprise acquiert une envergure mondiale grâce à cette diversification. Pied de nez de l'histoire, elle sort même un modèle sans lame autorisé dans les avions. Le 11 septembre nous a montré que c'était dangereux de ne dépendre que d'une catégorie de produits. Si les produits du coutelier se vendent aujourd'hui dans le monde entier, la fabrication, elle, reste en Suisse. Plus exactement à Ibach, au cœur de la Confédération helvétique. Cette petite ville de 3500 habitants a un patrimoine nettement plus prestigieux qu'il n'y paraît. Depuis l'invention du couteau suisse, chaque exemplaire a été fabriqué dans cette vallée paisible. Chacun d'eux arbore fièrement le Made in Switzerland. Et voici la machine qui marque le talon de chaque lame. Placer les morceaux d'acier dans la machine à estamper prend du temps, mais c'est une des phases les plus importantes du processus de fabrication. Car ce poinçon s'incruste dans la lame de canif la plus célèbre du monde. L'histoire de la marque a commencé avec un produit bien différent. À la fin du 19e siècle, l'armée suisse cherchait un couteau multifonction pour ses soldats. Karl Elsener, le premier du nom, releva le défi, mais à grand-peine. Il a dépensé l'essentiel de ses deniers personnels pour faire vivre son atelier et il a presque fait faillite. C'est seulement grâce à l'aide de plusieurs membres de sa famille qu'il a évité la banqueroute. Après 5 ans d'études, Karl Elsener résout non seulement le problème de l'armée, mais ajoute quelques petits plus. Son couteau a une lame à chaque extrémité et elle se replie à l'intérieur du manche. Le couteau du soldat suisse originel est une vraie prouesse technique. Il compte 4 pièces, une lame, un poinçon, un tournevis et un ouvre-boîte. L'ouvre-boîte était particulier. Avec le modèle actuel, on ouvre la conserve par le dessus. Avec celui-ci, on l'ouvrait par le côté. Signe des temps, le poinçon permet de faire des trous dans les ceintures, les selles et les bottes qui sont toutes en cuir. C'est l'outil idéal. Du point de vue technique, il était fantastique. Ce couteau sauve l'entreprise et Karl Elsener n'oublie pas ses bienfaiteurs. Une fois qu'il a connu le succès avec le couteau d'officier, et alors qu'aucune loi ne l'y obligeait, il a remboursé à ses créanciers les 50% d'intérêts et d'intérêts composés. Parce qu'il jugeait important que personne ne perde un franc suisse à cause de lui. À l'origine, l'entreprise portait le nom de son fondateur. Mais en 1909, Karl Elsener la baptisa Victoria, en hommage à sa mère. En 1921, le nom changea une nouvelle fois suite à l'invention de l'acier inoxydable. Dans le passé, au début, les couteaux étaient en acier tout simple, pas en acier inoxydable. Il n'y avait plus qu'à ajouter inox au bout de Victoria et le tour était joué. Pourtant, personne n'appelle cet objet par son nom.
Le nom de la marque est moins célèbre que le produit lui-même. Après la Deuxième Guerre mondiale, le couteau des soldats suisses fait fureur auprès des GI en garnison en Europe. Le nom allemand de cet objet étant imprononçable pour les non-germanophones, les soldats américains le baptisent simplement couteau suisse. À l'époque, ça n'était pas une marque, mais un produit. Et il s'est tellement développé qu'un jour, il a fini par devenir synonyme de couteau compact à lame pliable. C'était devenu tout simplement un couteau suisse. Aujourd'hui, c'est une vedette mondiale. Quand je présente ce couteau à travers la planète, dans la jungle, en montagne, partout, les gens reconnaissent le couteau suisse. Partout dans le monde, on sait ce que c'est. Ce couteau est un peu devenu le symbole de la qualité et de la fiabilité suisse. Et de l'ingéniosité. Les militaires de la Confédération helvétique n'utilisent plus le même couteau. Ce modèle s'appelle le couteau du soldat suisse. Chez nos voisins helvètes, tous les hommes jugés aptes doivent servir dans l'armée et ce couteau fait partie de leur pactage. Ses fonctions ont évolué au fil des années. Il est très pratique parce qu'on peut déplier la lame avec une seule main et elle se bloque. C'est tout nouveau. En 2008, on a sorti un tout nouveau couteau du soldat pour l'armée suisse. Il est très particulier parce qu'on peut sortir la lame avec une seule main. Quand on porte des gants ou quand on se retrouve dans une situation où on n'a plus qu'une seule main libre, on peut l'ouvrir facilement. Et pour le fermer, il suffit d'appuyer sur la languette et de replier la lame de cette façon. Quand on est militaire, on passe beaucoup de temps en forêt. Donc le couteau est équipé d'une scie à bois qui n'existait pas sur l'ancien. Par contre, toutes les anciennes pièces sont encore là, y compris l'ouvre-boîte. Il est si efficace que les soldats ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'en servir. À la maison, on n'a pas d'ouvre-boîte. On a un couteau dans le tiroir, le modèle standard, et c'est de ça qu'on se sert. Il a tout ce qu'il faut. Il est super. Tout comme le couteau star de l'entreprise. À l'usine, notre lame approche de l'assemblage, mais elle a encore un arrêt à faire. Au stock des pièces. On y vérifie au hasard quelques unités de chaque lot avant de laisser les pièces aller à l'assemblage. Chaque mois, jusqu'à 20 millions de pièces sont testées, manches compris. Quotidiennement, on fabrique ici près de 30 000 paires de côtes. La plupart arborent la livrée rouge traditionnelle, mais l'enseigne suisse propose un arc-en-ciel de couleurs. Les côtes sont fabriquées à partir de granulés de PVC qui passent dans une presse à injection. La matière plastique sous forme de granulés circule dans les tubes pour arriver jusqu'à la machine. À l'intérieur, elle est chauffée. Puis elle est injectée sous pression dans un moule. Et il en ressort la coque du futur couteau suisse. Ensuite, la machine refroidit les côtes qui, à l'arrivée, sont brillantes et polies. Elles sont alors prêtes à être estampillées. Pour nous, c'est comme l'étoile de certaines voitures allemandes. C'est notre logo. Ce dernier est plus que centenaire, puisqu'il remonte à 1909. Il a été inventé par Karl Elsener pour lutter contre les faussaires. Karl Elsener a découvert que des entreprises allemandes imitaient son couteau. Donc, pour se différencier d'elles visuellement,
il a apposé pour la première fois la croix et le bouclier, le logo qu'on utilise toujours aujourd'hui, sur le manche de son couteau. Et aujourd'hui, l'armée allemande sait où se fournir. L'armée suisse nous a autorisé à vendre ce couteau du soldat dans le monde entier. Le logo traditionnel du couteau suisse est le produit d'une incrustation métallique. Sur d'autres modèles, il est apposé grâce à un estampillage à chaud. À de rares exceptions près, tous les produits qui sortent de l'usine sont frappés de la croix et du bouclier. Le modèle allemand a un ovale avec l'aigle allemand à l'intérieur et le tout est en relief. L'armée néerlandaise est équipée du même couteau, frappé lui aussi à son emblème. Les côtes vont rencontrer les pièces à l'assemblage. Chaque élément est stocké dans un ordre précis, et c'est ici que se cache l'innovation la plus ingénieuse de l'inventeur, celle qui a fait le succès du couteau. Il s'agit d'un ressort révolutionnaire. Il déploie les lames et les garde ouvertes, et il les ferme et les garde fermées. Un seul ressort contrôle jusqu'à 3 fonctions, ce qui permet de réduire l'espace dont a besoin le couteau suisse pour sa myriade de pièces. C'est ce qui a fait son succès, parce que ça a permis de fabriquer un couteau où on a pu incorporer un grand nombre de fonctions sans qu'ils deviennent trop volumineux. Le ressort participe également à la sécurité. Je ne replie pas la lame complètement. Mon doigt reste en arrière. Vous voyez? La lame se replie d'elle-même grâce au ressort. Et ce ressort ingénieux donne au couteau suisse son clic reconnaissable. L'autre secret de la compacité, c'est ce qui maintient tous les éléments ensemble. Lors du moulage par injection des côtes, on fait 3 trous pour les river. Ils sont minuscules, mais, comme le ressort, ils sont ingénieux. De ce côté, les lames sont fixées avec ce rivet, celle-ci avec celui-là, et les pièces de l'autre côté avec celui-ci. Et ce rivet retient le ressort qui est entre les lames. Des platines poids-plume en aluminium séparent les rangs successifs. Et des bagues métalliques maintiennent les côtes. Voici un couteau sans côte. Les bagues ont pour fonction de maintenir le couteau d'un seul bloc. C'est aussi à ces endroits qu'on fixe les côtés en plastique. Elles sont elles aussi maintenues par ces bagues. C'est ici que tous les éléments sont réunis. Pièces, platines, ressorts, côtes et rivets. L'assemblage paraît simple, mais bien peu d'entre nous seraient capables de le réaliser. Il faut une bonne formation et beaucoup d'expérience. On ne commence pas par l'assemblage de ce modèle, mais par d'autres plus petits. Une fois que vous avez le coup de main, vous pouvez passer à celui-là. C'est la logique qui dicte la disposition des éléments. Toutes les pièces qui se déplient vers la gauche sont posées côté gauche. Celles qui se déplient vers la droite, côté droit. Un ouvrier chevronné peut assembler un couteau en environ 3 minutes. Après avoir été découpé, poli, trempé, meulé et assemblé, notre lame prend enfin la place qui lui était réservée. Mais elle n'en est pas pour autant prête à être commercialisée. La dernière étape, c'est le contrôle final où on vérifie que tout fonctionne. Ce couteau vous paraît peut-être impeccable, mais il faut des yeux exercés pour repérer les défauts. Une éraflure qui demande à être polie ou un manche à réajuster.
chaque élément de qualité insuffisante est marqué. Si les exigences sont élevées, la technique de tri est rudimentaire. Un stylo bille suffit à rejeter un article. Comme ça, seuls les produits de la meilleure qualité quittent l'usine. Mais cette qualité excite les convoitises. La contrefaçon est un très gros problème. Tout produit célèbre en est victime. La contrefaçon est un phénomène mondial qui ne nuit pas seulement aux résultats financiers. On a de gros problèmes à l'heure actuelle avec les copies chinoises. Quand on sort un produit novateur, moins d'1 an après, il y a des faux qui arrivent sur le marché en provenance de Chine. Et tout y passe, y compris l'emblème. Pour une entreprise qui s'enorgueillit du soin qu'elle apporte à la fabrication, ces faux font d'autant plus de mal. Elle se défoule en les exposant dans cette vitrine, mais elle doit aussi répondre à des clients mécontents qui se font avoir. Vous ne vous laisseriez peut-être pas abuser par ce modèle, mais par celui-ci, d'autant que bien des copies sont vendues sous blister. Donc, le consommateur ne peut pas vérifier en ouvrant et en fermant le couteau. Les ressorts ingénieux qui permettent de conserver sa petitesse au couteau font en quelque sorte office de certificat d'authenticité pour les consommateurs, car seul le vrai couteau suisse fait ce bruit. Les versions chinoises sont très silencieuses. Parfois, la lame ne se replie même pas correctement, alors que la nôtre fait clic et clac. En magasin, si vous voulez être sûr d'acheter un vrai couteau suisse, le mieux c'est de fermer les yeux et de faire simplement... Il faut faire comme ça. En plus du déclic reconnaissable, vérifiez aussi le logo. L'autre signe de l'authenticité du produit est gravé à la base de la grande lame. Là, vous serez sûr à 99% d'avoir un vrai couteau suisse. D'autres fabricants ont essayé de profiter de l'ingéniosité de Karl Elsener en fabriquant leurs propres couteaux, mais aucun n'a été à la hauteur. Ils n'ont pas atteint notre niveau de qualité et de fonctionnalité. Ils avaient toujours un train de retard. Mais il arrive aussi aux couteliers de se tromper. Tous les modèles produits par l'entreprise, et il y en a 350, sont exposés ici, y compris ceux qui n'ont jamais vu le jour. Il s'agit de prototypes à la cote mal taillée. Pièce numéro 1, le modèle avec lampe torche intégrée. Il date d'avant l'avènement des diodes. Il y a une torche, mais ça n'a aucun sens de vendre un couteau suisse pareil. Il y a 10% de couteaux et 90% de lampes. Donc, on a décidé de ne pas lancer la fabrication. Pièce numéro 2, le couteau à règle incorporée. Mais si petite qu'elle est illisible. Et la version peigne. On l'a rejeté en partie pour une raison hygiénique. Les lames coupent du pain, du fromage, et il y a un peigne à côté. Donc ça n'avait pas de sens. Pas plus que la fourchette pour oignons et olives. Là encore, le marché potentiel était insuffisant. Idem pour les plus légumes, dont on a peu de chances d'avoir besoin en balade. Le musée présente aussi des pièces géantes et minuscules. C'est sûrement le plus petit couteau du monde. Ce n'est pas du tout un bout de métal tout bête. C'est un couteau utilisable. Et c'est la réplique exacte du premier couteau du soldat. Passons d'un extrême à l'autre avec ce modèle et ses quelques 200 fonctions. Il n'est vraiment pas pratique à transporter et accrocher à la ceinture. Suivent des versions haut de gamme. Côte en nacre,
Et comble du luxe, le couteau suisse à manche en or incrusté de 800 diamants. Celui-ci ne sert pas à couper du pain ou du fromage. Il s'adresse à quelqu'un qui veut avoir le plus cher. Et il sera servi, puisque ce canif coûte 130 000 €. Mais rien ne rivalise avec le côté pratique, comme le prouve la longévité du grand classique du coutelier suisse. Je suis sûr que chaque Suisse a au moins un couteau suisse. Et sûrement plusieurs. J'en ai deux sur moi. Le premier affiche un deuxième fuseau horaire. Il a un réveil, indique l'altitude et est équipé d'un baromètre. Il est idéal pour la randonnée pédestre. Avec, j'ai gravi le Kilimandjaro. J'aime aussi emporter un autre modèle, parce qu'il est équipé d'une diode blanche très puissante. Il a aussi un petit stylo bille, avec lequel j'ai déjà signé plusieurs contrats importants. Et pour ceux qui pensent pouvoir s'en passer, Je recommande toujours aux gens de garder un canif sur eux pendant quelques jours, même un modèle classique. Et je leur dis, au bout de quelques jours, laissez-le chez vous. Je suis sûr qu'il va très vite vous manquer quelque chose, et ça sera votre canif. les détenteurs de couteaux suisses sont fidèles jusqu'au fanatisme. La preuve, avec l'atelier de réparation. L'entreprise proposant une garantie à vie, elle a tout intérêt à fabriquer des produits impeccables. Ce couteau n'a aucun défaut, mais une longue histoire. C'est un couteau du soldat de 1924. C'est marqué sur le manche. Il appartient peut-être à un garçon qui le tient de son père, qui le tenait lui-même de son propre père. Pour qu'il continue à se transmettre, on va essayer de le réparer. Certains clients collectionnent les couteaux suisses comme d'autres les timbres. L'association de collectionneurs la plus importante se trouve aux États-Unis et rassemble environ 10 000 membres. Les collectionneurs ont même leur modèle. Voici le plus gros couteau de notre gamme. Il s'adresse plutôt à des collectionneurs. On a mis toutes les pièces qui ont été incorporées au moins une fois dans un couteau suisse. Donc, il y en a 80. On a les fonctions électroniques, les tournevis pour l'informatique, la diode. Il y a vraiment tout ce qu'on peut trouver dans l'ensemble de la gamme des couteaux suisses. Quelle que soit la réparation, elle est couverte par la garantie à vie. Parfois, les gens qui travaillent ici doivent refaire un manche à partir d'un produit brut, parce que les pièces ne sont plus fabriquées. Mais on arrive à faire beaucoup de choses, enfin quand c'est possible. Libre à vous de me croire, mais sachez que ce manche, qui a près de 90 ans, est en matière plastique. L'entreprise l'a utilisé expressément pour ses couteaux. Une innovation de plus à ajouter à une longue liste. À l'usine, notre couteau arrive en fin de parcours. Ici, on retrouve la lame qu'on a vue à la presse en porte-pièces, au polissage, à la trempe, à l'assemblage. C'est celle-ci. Rares sont les entreprises à pouvoir s'enorgueillir de plus d'un siècle d'existence. Le coutelier suisse reste à la pointe de l'innovation et de la perfection, car il n'y a rien de plus parfait que ceci. C'est le couteau d'aujourd'hui.